Salut à tous, je m'appelle Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de biologie. Depuis les premiers humains, qui contemplaient avec curiosité les plantes et les animaux, jusqu'aux scientifiques modernes qui déchiffrent les secrets cachés dans le code génétique, notre compréhension de la vie n'a cessé de grandir. Il y a des milliers d'années, on n'avait pas de mots formels comme biologie pour décrire l'étude du vivant. Pourtant, simplement pour survivre. Les gens ont appris quelles plantes étaient sans danger pour l'alimentation, quels animaux pouvaient être chassés et comment cultiver des récoltes. Ils ont compris que les plantes et les animaux suivaient des cycles de croissance et de reproduction, tout comme les humains. Ils ont également remarqué que certaines espèces vivaient dans des régions précises et pas dans d'autres. Même s'ils n'appelaient pas cela de la science, ils étudiaient déjà la vie. Au fil du temps, cette accumulation discrète de connaissances a commencé à prendre la forme d'une discipline plus structurée et systématique. Dans les civilisations anciennes comme celles d'Égypte, d'Inde ou de Chine, des érudits consignaient des informations sur les plantes médicinales et les techniques agricoles. Ils décrivaient comment les graines germent et produisent de la nourriture, comment certaines feuilles ou racines peuvent guérir, et comment le comportement des animaux varie selon les saisons. Mais c'est dans la Grèce antique que l'on trouve certaines des premières tentatives pour expliquer pourquoi la vie est ce qu'elle est, plutôt que de simplement la décrire. Des penseurs comme Aristote ont catalogué les animaux, notant leurs similitudes et leurs différences, et essayant de les classer selon leurs traits communs. Bien qu'il ne disposât pas des outils ni de la compréhension moderne dont nous bénéficions aujourd'hui, l'effort d'Aristote pour mettre de l'ordre dans le monde vivant constituait une étape précoce et importante vers une réflexion scientifique sur la vie. Au fil des siècles, la compréhension du vivant est restée limitée, mêlant souvent des faits soigneusement observés à des mythes et des croyances. Pendant le Moyen Âge en Europe, par exemple, certains pensaient encore que de petites créatures vivantes apparaissaient spontanément dans la boue ou parmi de vieux chiffons. Sans microscope ni véritable contrôle expérimentaux, il était difficile de contester ces affirmations. Pourtant, la curiosité ne s'est jamais éteinte. L'invention du microscope au XVIIe siècle a révolutionné notre regard sur la vie. Tout à coup, un univers entier d'organismes minuscules s'est révélé. Anthony van Leeuwenhoek a observé dans une goutte d'eau de mare de petits animalcules qui se tortillaient et se déplaçaient avec une étonnante complexité. Robert Hooke a examiné une fine tranche de liège et a vu de minuscules compartiments qu'il a appelés cellules. Ce fut un moment décisif. Le concept de cellule, auparavant invisible à l'œil nu, est rapidement devenu la base de notre compréhension de ce que signifie être vivant. Avec des instruments et des méthodes plus précis, les scientifiques ont reconnu que tous les êtres vivants sont constitués de ces minuscules unités appelées cellules. Les plantes, les animaux et même nos propres corps sont faits de cellules qui travaillent ensemble en une harmonie inimaginable. Cette découverte a conduit à l'une des premières grandes idées unificatrices de la biologie, la théorie cellulaire, qui affirme que tous les organismes sont faits de cellules, que la cellule est l'unité de base de la vie et que les cellules proviennent de cellules préexistantes. Cette avancée a fait sortir la biologie du domaine de la simple spéculation et l'a solidement ancrée dans des preuves observables. Cependant, comprendre que tout est fait de cellules n'était que le début. Il restait à résoudre la question de la transmission des caractéristiques d'une génération à l'autre. Pendant des siècles, les agriculteurs avaient pratiqué la sélection des meilleures semences ou des animaux les plus sains pour la reproduction suivante. Ils savaient que l'hérédité fonctionnait d'une certaine manière, sans en connaître les lois. Au milieu du XIXe siècle, un moine discret nommé Gregor Mendel mena des expériences sur des plants de pois dans le jardin d'un monastère. Il remarqua que certains caractères, tels que la couleur des fleurs ou la forme des graines, suivaient des schémas réguliers lorsqu'ils étaient transmis au fil des générations. En comptant et analysant soigneusement ces caractères, Mendel a établi les lois fondamentales de l'hérédité. Bien que son travail fût largement ignoré de son vivant, il est devenu le pilier de la science de la génétique. Alors que Mendel élucidait les mécanismes de l'hérédité dans son jardin, une autre idée révolutionnaire prenait forme chez Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. Ils se posaient une question différente, mais liée.
Pourquoi existe-t-il une si extraordinaire diversité de la vie sur Terre? Et comment est-elle apparue? Le voyage de Darwin autour du monde à bord du HMS Beagle l'a confronté à une stupéfiante variété d'espèces. Il a constaté de légères variations au sein d'espèces similaires, notant que chacune était adaptée à son propre milieu. De là, Darwin a déduit que la vie n'est pas statique. Les espèces changent au fil du temps par un processus qu'il a appelé la sélection naturelle. Les individus dotés de caractères mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent plus facilement, transmettant ces traits avantageux. Au fil de nombreuses générations, ces petits changements s'accumulent et conduisent à de nouvelles formes de vie. Cette théorie, l'évolution par sélection naturelle, est l'une des plus puissantes de la biologie. Elle explique non seulement comment les espèces changent, mais aussi comment elles sont reliées par un ancêtre commun. Si la théorie cellulaire expliquait la constitution des êtres vivants et les travaux de Mendel expliquaient la transmission des caractères, l'évolution expliquait la diversité de la vie et son devenir. Peu à peu, ces découvertes ont commencé à former une vision cohérente du vivant. Cependant, il manquait encore un élément crucial, le mécanisme qui portait les instructions de la vie d'une génération à l'autre. Les chercheurs devaient identifier la substance physique de l'hérédité, largement soupçonnée de se trouver dans le noyau des cellules. Vers le milieu du XXe siècle, James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin et Maurice Wilkins ont percé la structure de l'ADN, une élégante double hélice qui code nos gènes. Ce fut la découverte du support concret des traits héréditaires, qui montrait comment ils sont codés, stockés et fidèlement copiés à chaque division cellulaire. Avec la découverte de la structure de l'ADN, la biologie est entrée dans une nouvelle ère. Les scientifiques pouvaient désormais examiner directement le code génétique, comprendre comment les gènes produisent des protéines et constater comment de légers changements dans l'ADN entraînent des variations de caractère. Cela a permis de répondre à des questions qui relevaient autrefois de la science-fiction. Pouvions-nous lire l'intégralité du code génétique d'un organisme? Pouvions-nous identifier les gènes responsables de certaines maladies et peut-être les corriger? Avec le lancement et l'achèvement du projet du génome humain, nous avons acquis la capacité de lire quasiment toutes les informations génétiques de notre propre espèce. Un exploit spectaculaire qui aurait laissé sans voix les scientifiques des générations passées. Tout au long de ce chemin, depuis les classifications d'Aristote jusqu'au séquençage du génome humain, la biologie n'a cessé de s'étendre, se ramifiant en domaines spécialisés. Certains biologistes se concentrent sur les molécules infimes qui composent les cellules, étudiant la façon dont les protéines se replient ou dont l'ADN est transcrit en ARN. D'autres examinent l'ensemble d'écosystèmes, observant les interactions entre les populations de prédateurs et de proies, la manière dont les nutriments circulent dans le sol ou l'influence du changement climatique sur la biodiversité. D'autres encore s'intéressent à la vue d'ensemble, étudiant les relations évolutives entre les espèces et construisant des arbres généalogiques qui retracent les chemins de l'évolution, depuis de vieux microbes jusqu'aux mammifères actuels. Qu'il s'agisse de biologie moléculaire, de génétique, d'écologie ou de biologie de l'évolution, chaque branche apporte un éclairage unique qui enrichit notre vision de la vie sur Terre. Mais qu'est-ce que la vie au juste? Cette question apparemment simple suscite des débats depuis des siècles. La vie ne se réduit pas au mouvement. Certaines choses inanimées peuvent bouger. Ce n'est pas non plus simplement la croissance. Les cristaux peuvent croître sans être vivants. Les biologistes énumèrent souvent certains critères. Les êtres vivants sont faits de cellules. Ils utilisent de l'énergie. Ils réagissent aux stimuli. Ils grandissent, se reproduisent et maintiennent un équilibre interne malgré les changements extérieurs. Cependant, aucun de ces critères pris isolément ne définit parfaitement la vie. C'est plutôt l'ensemble de ces caractéristiques, soutenues par une machinerie moléculaire codée par l'ADN, qui confère la qualité du vivant. La vie est une chimie organisée en motifs si complexes et dynamiques qu'elle se maintient, se modifie et évolue même au fil du temps. On peut considérer la biologie comme une enquête policière qui tente de percer les mystères du fonctionnement des êtres vivants. Malgré les immenses progrès accomplis, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment la vie est-elle apparue sur Terre il y a des milliards d'années? Nous disposons d'indices solides et de théories plausibles qui impliquent des molécules simples, l'énergie fournie par l'environnement terrestre
et des molécules capables de s'auto-répliquer, menant aux premières cellules. Mais nous n'avons pas encore le tableau complet. À mesure que nous découvrons les briques élémentaires de la vie dans des environnements inattendus, comme les cheminées hydrothermales au fond des océans, où des organismes étranges survivent sans lumière solaire, notre perception de ce qui est nécessaire à la vie évolue. Des chercheurs explorent même d'autres planètes et satellites naturels à la recherche de signes de vie. Si elle existe ailleurs, cela transformerait fondamentalement notre compréhension de la biologie et remettrait peut-être en question ce que nous appelons la vie. Un autre mystère concerne l'apparition de la vie complexe. Les premières formes de vie sur notre planète étaient simples, unicellulaires, semblables à des bactéries. Pendant des milliards d'années, ces microbes ont régné en maître. Puis, à un moment donné de l'histoire de l'évolution, les cellules ont commencé à coopérer, formant des colonies qui ont fini par donner naissance à des organismes pluricellulaires, plantes, champignons et animaux. Comment ces cellules primitives ont-elles décidé que collaborer était plus avantageux que de vivre en solitaire? Comprendre comment la complexité émerge, ainsi que le rôle de la coopération et de la symbiose, reste un enjeu majeur de la biologie. Le champ d'investigation de la biologie inclut aussi l'étude de la façon dont les organismes s'adaptent à leur environnement. Chaque aspect de la vie, depuis la forme du bec d'un oiseau jusqu'au camouflage d'un insecte, peut être analysé sous l'angle de l'adaptation. Cela nous aide à comprendre non seulement les créatures qui nous entourent, mais aussi notre propre espèce. Les humains sont eux aussi le produit de l'évolution. Nous partageons un ancêtre commun avec tous les autres êtres vivants sur Terre. Et, en étudiant la génétique et les fossiles, nous pouvons retracer notre lignée sur des millions d'années. Même si nous nous démarquons par la taille de notre cerveau, notre langage et notre culture, nous portons encore en nous les traces de notre passé évolutif, visibles dans notre corps et notre comportement. Un aspect important de la biologie moderne réside dans les échanges entre différents domaines. La génétique et l'écologie, par exemple, se rejoignent dans la biologie de la conservation, un domaine dédié à la protection des espèces et de leur habitat face à l'extinction. Avec la destruction des habitats et le changement climatique qui menacent l'équilibre fragile de la vie sur Terre, la biologie nous fournit les connaissances nécessaires pour guider les politiques et préserver la biodiversité. En comprenant le fonctionnement des écosystèmes et la dépendance mutuelle des espèces, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées pour protéger la vie qui nous entoure et, par extension, nous protéger nous-mêmes. La biologie intervient également en médecine, transformant les soins de santé et notre compréhension des maladies humaines. Puisque nous savons que l'ADN contient les instructions de construction et de fonctionnement de notre corps, les modifications ou mutations de ces instructions peuvent entraîner des pathologies. En étudiant les bases génétiques des maladies, les biologistes et les chercheurs médicaux peuvent mettre au point des traitements plus ciblés et efficaces. Le développement des vaccins, des antibiotiques et de nouveaux traitements repose sur les avancées de la biologie. Avec des techniques d'édition génétique comme CRISPR, on peut envisager de corriger directement à la source certains défauts génétiques, ouvrant la voie à une médecine personnalisée qui s'attaque aux causes plutôt qu'aux symptômes. Mais un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. À mesure que la biologie progresse, elle soulève des questions éthiques profondes. Sous prétexte que nous pouvons modifier l'ADN d'un embryon, devons-nous le faire? Si nous pouvons cloner des organismes, faut-il ressusciter des espèces menacées ou disparues? En rendant les cultures plus résistantes aux maladies ou à des conditions climatiques extrêmes, comment concilier les avantages pour la sécurité alimentaire humaine et l'impact écologique potentiel? La biologie nous offre des outils extraordinaires, mais la sagesse avec laquelle nous les utilisons façonnera notre avenir. En ce sens, l'histoire de la biologie ne concerne pas seulement le passé ou le présent. Elle définit aussi le monde que nous souhaitons construire. Au fil des millénaires, nous sommes passés d'observations simples des phénomènes naturels à une compréhension sophistiquée de la machinerie moléculaire de la vie. Nous avons pris conscience de la toile évolutive qui relie tous les êtres vivants et nous avons commencé à réécrire nous-mêmes certaines parties du code de la nature. Pourtant, tandis que notre savoir grandit, il est essentiel de rester humble et curieux.
Le monde vivant est immense et beaucoup de choses nous échappent encore. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt luxuriante, les sens en éveil face au concert des insectes, au bruissement des feuilles et aux cris des oiseaux. Vous commencez à percevoir que chacune de ces créatures incarne des milliers d'expériences évolutives pour survivre. Chacune possède une histoire génétique remontant très loin dans le temps. Chacune est à la fois un produit de son environnement et un acteur dans un réseau d'interactions complexes. En étudiant la biologie, nous découvrons que nous faisons aussi partie de cet ensemble. Nous sommes reliés aux autres êtres vivants par notre chimie partagée et notre histoire évolutive commune. La biologie sert de passerelle entre le monde physique et le monde vivant, entre le passé et l'avenir, entre ce que nous savons et ce que nous ignorons. Elle nous aide à comprendre pourquoi un champignon pousse à tel endroit, pourquoi la nageoire d'une baleine ressemble à la main humaine dans sa structure osseuse, pourquoi certaines maladies sont héréditaires et comment une communauté d'abeilles s'informe de l'emplacement des fleurs. Elle révèle que toute forme de vie repose sur des processus similaires. Le flux d'énergie, le stockage et l'utilisation de l'information génétique, ainsi que la capacité de répondre et de s'adapter à l'environnement. C'est d'ailleurs cette capacité à s'adapter qui a permis à la vie de surmonter d'innombrables épreuves au cours de l'histoire de la Terre, des impacts d'astéroïdes aux ères glaciaires. La vie fait preuve d'une résilience remarquable. Pourtant, tandis que l'activité humaine modifie le climat et les paysages de la planète à un rythme sans précédent, l'avenir de nombreuses espèces, y compris la nôtre, dépend de la solidité de notre compréhension et du respect des principes de la biologie. Notre capacité à nourrir une population croissante, à maintenir des réserves d'eau potable et à préserver les habitats d'espèces variées repose intégralement sur l'application judicieuse de nos connaissances biologiques. Imaginez à quel point nous serions démunis si nous n'avions aucune notion de biologie, si nous ne savions pas comment s'imbriquent les rouages de la vie. Nous avancerions à l'aveugle pour affronter ces défis, incapables de prévoir les conséquences ou de mettre au point des solutions pertinentes. Grâce à la biologie, nous pouvons pénétrer sous la surface, repérer les connexions cachées et anticiper les résultats. Nous pouvons comprendre que la protection des récifs coralliens concerne non seulement les poissons qui y vivent, mais aussi les moyens de subsistance humains et le climat mondial. Nous percevons que l'étude du monde microbien n'est pas un simple intérêt académique. Elle est cruciale pour développer de nouveaux médicaments ou améliorer la fertilité des sols destinés à la culture. Par ailleurs, la biologie s'entrelace étroitement avec d'autres domaines. La physique et la chimie nous aident à saisir les forces et les réactions sous-jacentes aux processus biologiques. La géologie nous renseigne sur la manière dont la vie et la Terre se sont mutuellement façonnées pendant des milliards d'années. La psychologie et la sociologie étudient comment notre héritage biologique influence nos esprits, nos comportements et nos sociétés. En réunissant ces différents fils, nous obtenons une vision plus complète de ce que signifie être vivant, d'être humain, et de faire partie d'un monde vivant qui ne cesse de changer et d'évoluer. Alors que nous franchissons de nouvelles étapes en biologie, création de formes de vie synthétiques, interface cerveau-machine, exploration de la vie dans des conditions extrêmes sur Terre et peut-être ailleurs, notre fascination pour le vivant ne fait que croître. Nous affinons sans cesse nos définitions, nous débattons sur nos responsabilités éthiques et nous repoussons les limites du possible. Des plus modestes microbes aux organismes pluricellulaires les plus complexes, des plus grands mammifères aux plus petits insectes, du passé le plus lointain à un futur inconnu, l'histoire de la biologie est ininterrompue. Plus nous en apprenons, plus nous prenons conscience de tout ce qu'il nous reste à découvrir. En fin de compte, la biologie nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais bien des participants au grand tissu de la vie. Nous sommes à la fois élèves et gardiens, à la fois résultats et bénéficiaires de milliards d'années d'évolution. En comprenant comment la vie fonctionne, ses règles, ses schémas et son histoire, nous acquérons non seulement la capacité de survivre, mais aussi celle de célébrer la beauté et la complexité du monde vivant qui nous entoure. Que vous fassiez vos premiers pas dans ce domaine ou que vous l'exploriez depuis des années, la biologie vous invite à regarder de plus près, à penser plus largement
et à vous émerveiller devant le formidable mystère et la diversité de la vie. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine.